Olivier Gabet, vous êtes l'un des deux commissaires de l'exposition et également le directeur du musée des arts décoratifs de Paris. Alors cette exposition présente plus de 300 robes, donc de 1947 à nos jours. En quoi cette exposition est-elle différente de la rétrospective qui avait eu lieu en 1987 ? Parce que 30 ans, c'est très long. Donc en 87, l'exposition était vraiment consacrée aux 10 années de Christian Dior lui-même, de 1947 à 1957. Cette année, on a voulu plutôt rendre hommage à la fois à Christian Dior et rappeler au grand public qui est ce couturier un peu singulier dans le monde de la couture française au XXe siècle, et en même temps de parler de 70 ans de maison, et donc de réunir autour de lui aussi des créations de ses différents successeurs, directeurs artistiques de la maison, d'Yves Saint-Laurent à Marie-Grazia Curie, passant par John Galliano, qui est sans doute peut-être plus connu du grand public, et donc de montrer comment, à partir de ces 10 années fondatrices, 60 années se sont ajoutées en termes de création, de créativité, et comment voilà, il a jeté les bases d'un empire qui est aujourd'hui mondial, on peut le dire, et qu'en même temps, il a su créer un patrimoine visuel, culturel, qui a servi à tous ses successeurs pour créer chaque année au moins 2 collections de haute couture. Alors, on l'a un peu présenté comme le héros de l'après-guerre, puisqu'il révolutionne finalement l'allure des femmes. De quelle façon change-t-il la donne ? Alors, d'une part, lui, c'est quelqu'un qui a quitté Paris pendant la guerre, donc il n'est pas du tout, il était un petit peu dans le monde de la haute couture avant la Deuxième Guerre mondiale. Il travaillait avec déjà des grands noms, mais plutôt dans l'ombre. Donc c'est un homme très neuf après la guerre, alors qu'une partie de la couture française, elle a collaboré, et donc il est temps de faire émerger de nouvelles figures. Et puis surtout, il va rompre, on va dire, avec l'esthétique de la Deuxième Guerre mondiale, qui était une esthétique très masculine, très sévère, un peu militaire. Et il va remettre un peu au centre de la création une forme de joie de vivre, de glamour, d'élégance, qui va très vite symboliser dans l'image internationale et surtout dans la presse internationale, les grandes clientes américaines, une sorte d'image intemporelle du chic français et de la féminité. Et vraiment, on peut dire son idée, elle est très simple. Et pour être heureuse, les femmes doivent se sentir belles, élégantes. On va dire que ce n'est pas très compliqué comme concept, mais en même temps, il a le mérite d'exister après quand même une coupure dans l'histoire du monde dont on sait la violence, la rudesse. Sa sœur, Catherine, a été déportée. C'était une grande résistante. Elle revient en 1945 à Paris. Donc on peut dire que le New Look, c'est aussi un hymne à la joie, un hymne à la vie. Et c'est sans doute aussi pour ça que son intemporalité marque encore aussi beaucoup les esprits aujourd'hui, 70 ans plus tard. Alors, ce qui est aussi particulier à Dior, c'est le lien qu'il fait entre la couture et toutes les formes d'art. Parce qu'il était galériste à l'origine. Oui, c'est sans doute sa singularité, sans aucun doute. Christian Dior est le seul à ce niveau. On le voit ici sur cette photo. Avec Salvador Dali, qu'il a connu dans les années 20. Avec tous ses amis artistes. Et qui est resté son ami. On voit aussi Gala sur cette photo. C'est une photo à la fin de la vie de Christian Dior. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul qui a ce profil d'aller de l'art vers la mode. Généralement, on va plutôt de la mode vers l'art. Lui, au début, il est dans une famille fortunée, relativement aisée, très ouverte, très éclairée. Et donc, son premier rapport avec le monde de la création, c'est auprès d'artistes comme Dali, comme Giacometti, comme Picasso, puisqu'il va avoir pendant 7-8 ans, à la fin des années 20, au début des années 30, des galeries très importantes à Paris. Alors son nom est toujours retiré du devant de la scène. C'est une volonté de sa mère, Madame Dior, qui ne veut pas que son nom apparaisse sur une boutique. Donc il est le partenaire privilégié d'un certain nombre de grands marchands. C'est également un admirateur du XVIIIe siècle, comme on le voit ici. Il va s'inspirer de ces... C'était le goût de ses clientes, c'était le goût de l'époque. Le XVIIIe siècle était très à la mode. C'était un âge d'or aussi de l'art français et de l'art de vivre à la française. Et on le montre dans l'exposition. Le XVIIIe était vraiment son siècle, à la fois dans la peinture, mais aussi dans les objets d'art. Et puis c'est un visiteur de musée, ce qu'on a voulu montrer aussi. Vous avez ici le beau Winterhalter qui est présenté dans les salles du musée. Et c'est un peintre qu'il adorait parce que justement, c'était un peintre qui avait mis en avant au milieu du XIXe siècle une forme de féminité comme ça, très assurée, et qui plaisait beaucoup évidemment à Christian Dior et qui l'a vraiment inspiré dans la plupart de ses collections les années suivantes. Alors il s'inspire aussi beaucoup de l'art floral qu'il passionne. D'où lui vient ce goût pour les fleurs, ce goût presque immodéré, puisqu'on a vu les robes tout à l'heure. De l'enfance, là on voit quelques chefs-d'œuvre de nos collections. De l'enfance, Madame Dior a un très beau jardin à Granville,
on est en Normandie, on est au bord de la Manche, qui est vraiment au bord de l'eau, donc c'est pas si facile que ça. Et elle cultive, elle crée un jardin magnifique, une très belle roseraie qui a été restaurée il y a quelques années. Et puis après, dans sa vie, que ce soit dans sa maison près de Paris ou dans le sud de la France, à la Colle-Noire, il est toujours très sensible au jardin. Il dessine beaucoup ses jardins, il passe beaucoup de temps dans ses jardins. Il crée souvent d'ailleurs ses collections dans ses jardins. Il n'est pas enfermé dans son bureau à Paris. On a beaucoup de photographies de lui dans on des le voit fauteuils, dans son jardin, comme les impressionnistes finalement. Il y a un vrai parallèle. Il fait ses collections sur le motif, comme les impressionnistes font leurs tableaux sur le motif aussi un siècle auparavant. Et d'ailleurs, dans ses mémoires, Christian Dior écrit souvent sur l'impressionnisme parce que on sent que c'est une peinture qui l'a complètement bouleversé, très sensuelle, très rétinienne, très, très visuelle, et que ça fait vraiment partie aussi de son bagage intellectuel et artistique. Alors, il s'inspire également de l'art des 5 continents. Alors ça, c'est également très présent dans ses robes. C'est un homme qui a été très visionnaire, c'est-à-dire que tout de suite, il a compris que la mode serait vite globale. Le mot n'existait pas à l'époque, mais en tout cas, ces mannequins ont beaucoup voyagé, et lui avec elle. Il était très jeune, un grand voyageur, beaucoup toute l'Europe. Il a été en Russie en 1931, ce qui n'était quand même pas le moment où on s'attendait à le voir. Et puis ensuite, ses successeurs ont continué. On Galliano voit ici l'influence Galliano a adoré l'Afrique et la première collection de Galliano mixe en fait la silhouette de la Belle Époque avec une influence Maasai, ce qui est complètement incroyable évidemment dans l'imagerie de la maison Dior. Et on présente dans l'exposition plusieurs robes de cette collection, qui est une collection historique, avec des prêts du musée du Quai Branly, notamment des bijoux Maasai, qui sont des choses très rares, et qui montrent justement qu'il y a dans le patrimoine de la maison Dior cette capacité à jouer à la fois avec des choses qui sont très françaises et des choses qui sont très mondiales, très européennes, mais aussi très extra-occidentales. Je pense à l'Asie, à l'Afrique, à l'Amérique du Sud, qui sont vraiment des sources d'inspiration très fortes pour M. Dior. Oui, le Japon est très présent également. Oui, parce que Christian Dior a été invité en 1957 à dessiner une des robes portée par l'actuelle impératrice Michiko à l'occasion de son mariage. Vous savez que la cour impériale du Japon est quand même relativement classique et traditionnelle. En 1957, demander à un couturier français de créer une robe pour la princesse héritière était vraiment un événement assez révolutionnaire. Et donc, il y a eu des rapports très, très, très forts, très vite avec le Japon. Et ça, c'est montré aussi dans l'exposition, que ce soit en termes d'inspiration ou en termes de clientèle, voire même de modèles, des mannequins japonaises défilés pour M. Dior. On le voit avec cette robe particulièrement. Absolument. Alors, il incarne également le rêve hollywoodien. On vient de voir Grace Kelly portant l'une des robes Dior. Donc, ces robes font finalement le glamour aussi de ces stars. Les actrices ont tout de suite adoré Christian Dior. C'est un personnage qui, humainement, est très sympathique, un peu timide, mais qui est très festif, très, très charmant, très attentif. Et très vite, beaucoup de ces stars, que ce soit la princesse Grace, que ce soit Rita Hayworth, que ce soit Marlène Dietrich, toutes vont tomber sous le charme de Christian Dior et toutes vont vouloir être habillées en Christian Dior parce qu'elles considèrent qu'en effet, il met en valeur les stars d'hier et d'aujourd'hui également. Je pense que la maison Dior est celle qui triomphe le plus sur ce qu'on appelle les red carpets, c'est-à-dire à Hollywood, aux Oscars, à Cannes. C'est vraiment la maison qui habille le plus de stars. Et ça, c'est vraiment, ça tient à M. Dior. Vous savez, Marlène Dietrich avait dit à Hitchcock dans un de ses films, « No Dior, no Dietrich ». Ça veut dire, si je ne suis pas habillé en Christian Dior, c'est même pas la peine de me demander de tourner pour vous. Donc on voit bien qu'il y avait quelque chose de très, très fort, souvent très affectueux même dans le rapport de beaucoup de ces stars avec la maison. Merci beaucoup Olivier Gabet pour cet éclairage et je voulais juste montrer donc ce très beau catalogue Christian Dior, couturier du rêve, donc que l'on peut se procurer à l'exposition. Merci. Merci.